remontée des eaux est encore presque imperceptible. Il faudra plusieurs semaines pour que le fleuve envahisse de nouveau les Varzeas, ces forêts que l'évolution a accoutumé à vivre submergées une partie de l'année. Dans la canopée, c'est-à-dire sur la strate végétale que constitue la cime des arbres, on se soucie peu de ce qui se passe sur la terre ferme. Pour les créatures des hauteurs, le sol est comme un autre monde. Le singe capucin, par exemple, ne s'y rend que rarement, et seulement par nécessité. C'est pourquoi les singes du Nouveau Monde, par opposition notamment aux singes d'Afrique, sont les seuls à avoir développé une queue préhensile, à laquelle ils peuvent se suspendre et qui leur sert de cinquième membre. Généralement regroupés par tribus d'une ou deux dizaines d'individus, les capucins trouvent dans les arbres la totalité de ce qui leur est nécessaire. Des feuilles et des tiges tendres, des fruits, des oisillons qu'ils croquent dans leur nid, ou des papillons qu'ils attrapent au vol avant de s'en régaler. Le jeune capucin passe ses premières semaines accroché au corps de sa mère, la queue nouée autour d'elle comme un lasso. Il devient rapidement indépendant et apprend très vite à entrecouper son activité, quelle qu'elle soit, de petits coups d'œil jetés alentour. Pour les capucins, le danger peut venir d'en bas, sous la forme d'un puma ou d'un jaguar, ou d'en haut, sous celle d'un grand rapace, tel que la harpie, ravisseuse de petits singes, paresseux ou coati. Le très jeune singe monte donc la garde comme ses aînés. Cette fonction sociale est l'une des premières qui lui soit accessible. Une sexualité juvénile mais démonstrative prouve par ailleurs à qui en douterait qu'il est un mâle et qu'il pourra peut-être un jour, à ce titre, prétendre à un statut d'animal dominant. Une branche de palmier menace de craquer sous le pas du promeneur. Pour un singe, il y a là matière à jouer et assurer du même coup la sécurité des passants suivants. L'animal s'acquittera de cette tâche de déblaiement encore plus volontiers si un tapir ou un jeune cerf viennent à passer juste en dessous. Sur un tapis de lumière s'avance une ombre. Bientôt, comme si cette ombre, qui serait la sienne, s'était soudainement dissociée de lui pour le précéder, un jaguar arrive. Tikemi, le jaguar noir, et Willa, le jaguar tacheté, sont frères et sœurs. Le premier a entraîné la seconde à travers la forêt. Ils ont traversé des rivières, nonchalamment, sans aucun but apparent. Ils s'établiront quelque temps ici pour chasser et pour jouer sur ce territoire dont les marquages, faits d'odeurs éventées, déposés naguère par Zuko et Kaloa, indiquent que les anciens propriétaires ont récemment déserté les lieux.
On a parfois pensé que le jaguar noir, comme sa cousine africaine, la panthère noire, appartenait à des espèces à part entière. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. L'un et l'autre sont en réalité des individus atteints de mélanisme. C'est cette anomalie de la pigmentation du pelage qui leur donne leur couleur sombre. Aux rayons du soleil, d'ailleurs, se dessinent, atténuées et comme en arrière-plan, les rosettes qui ornent le pelage des individus ordinaires. Mais au bord du grand fleuve, les Indiens disent encore que le jaguar noir est l'enfant de la nuit. Parce qu'on pouvait en faire des manteaux, le pelage du jaguar noir ou revêtu de rosettes a contribué par le prix qu'en tiraient les trafiquants à la raréfaction de l'espèce. Les Indiens des forêts étaient auparavant les seuls à chasser celui qu'ils appellent encore le tigre, pour sa chair ou pour les pouvoirs magiques de sa graisse et de ses organes génitaux. Aujourd'hui, chaque capture qu'ils font pour ces usages traditionnels aggrave encore la situation. Désormais, les périls se bousculent. Les raisons qui, hier, auraient suffi à menacer une espèce ne sont plus que les circonstances aggravantes d'un risque encore plus pressant. Et c'est surtout la destruction progressive de leur habitat qui menace à présent les jaguars. Le nombre des insectes paraît les mettre pour l'instant à l'abri de ce péril. Un seul hectare de forêt amazonienne en abrite environ 40 millions et sur un seul mètre carré de sous-bois, 2000 termites en moyenne s'activent sans qu'on s'en rende compte. Parmi ces insectes, certaines fourmis procèdent sur des tiges ou des feuilles à l'élevage de troupeaux de pucerons, lesquels produisent des sécrétions dont elles sont friandes. À l'aide de leurs antennes, les fourmis éleveuses vérifient la taille de leurs troupeaux en même temps qu'elles excitent les pucerons. Leur but est de stimuler certaines glandes qui produisent une substance sucrée appelée miella. Les pucerons plantent leur rostre dans une tige et aspirent les sucs nutritifs. Mais seuls les aminoacides, constituants principaux des protéines, sont nécessaires à leur métabolisme. Ils rejettent donc le miella, qui est le résidu de ce processus. Chaque goutte du précieux liquide est alors littéralement gobée par les fourmis. Entre elles, les fourmis communiquent en émettant des messages chimiques similaires à des odeurs et appelés les phéromones, ou par contact direct des antennes qui frôlent celles de l'interlocuteur ou parfois tambourinent sur sa tête des codes rythmiques. Et il peut arriver que pour les nécessités de la vie collective, une goutte de miella soit transférée d'une fourmi à l'autre. Initialement insectivores et donc carnivores, les fourmis les plus évoluées sont ainsi passées au cours d'une évolution comparable à celle de l'homme, de la chasse à l'élevage et d'un semi-nomadisme à un sédentarisme fondé sur l'exploitation des richesses.
Parfois, un voleur de bétail, ici une petite guêpe, s'introduit au milieu du troupeau et capture une bête. Tels sont chez les fourmis comme chez les hommes les risques de l'élevage. Une journée ordinaire s'achève. Certaines créatures de la forêt ne l'ont employé qu'à dormir. Pour elles, le temps de vivre commence à présent, alors que le soleil faiblit et ne sème plus sur les feuillages qu'une lumière usée. Il en est ainsi du tamandoua, boule de poil suspendue à une branche ou lovée au creux d'une fourche. Le tamandoua est un édenté, ce qui signifie qu'aucune dent n'occupe sa cavité buccale. Cette particularité le fait appartenir au même ordre que le paresseux ou que le tamanoir, dont il est un proche parent. Le tamandoua ne s'éveille que quand le soleil se couche, dessinant un nouveau paysage et marquant le début de la période d'activité pour toute une faune invisible le jour. Bien plus petit que le tamanoir, le tamandoua s'en distingue aussi par une queue dépourvue de panache. En effet, le tamandoua passe le plus clair de son temps dans les arbres, et sa queue a développé une fonction préhensile. L'animal peut l'utiliser pour se suspendre aux branches. Quand il se déplace au sol, le tamandoua est obligé de replier ses doigts contre les coussinets de ses paumes, car ils sont dotés de longues griffes adaptées à l'escalade. Gourmet et friand d'écorce, un autre noctambule s'éveille en même temps que la lune. Les porcs-épics arboricoles appartiennent à l'une de ces familles d'animaux que l'évolution a destiné à voir le monde d'en haut. Vasco, un jeune adulte, part comme chaque soir à la recherche des fruits, bourgeons, tiges, feuilles, graines, baies ou noix qui constituent l'essentiel de son alimentation. Comme le tamandoua, il est équipé d'une queue préhensile qui tient au cilieu de balanciers pour maintenir un bon équilibre sur les branches, ainsi que de griffes solides qui servent de crampons. Vasco l'ignore encore, mais la nuit qui commence ne sera pas pour lui semblable à toutes les autres. Cette nuit-là n'est pas son ami et lui réserve un mauvais tour. Rien de tragique, rien de fatal, juste une méchante plaisanterie. C'est l'heure où le tamandoua recherche sa pitance. Fourmis, termites, abeilles lui conviendront. Comme le tamanoir, il est doté d'une longue langue couverte d'une salive gluante. Il lui suffit donc de lécher une souche que fréquentent des insectes pour ramener vers son gosier une pleine bouchée de nourriture. La bouche de l'animal n'est qu'un orifice dont le diamètre pourrait se comparer à celui d'un crayon. Un second tamandoua manifeste sa présence en haut d'un arbre. Il hume l'air pour identifier ceux qui fréquentent les environs. L'odorat des tamandouas est en effet bien supérieur à leur acuité visuelle, et c'est lui qui leur permet de détecter leur proie ou de localiser leurs ennemis.
Le nouveau venu entreprend d'explorer la souche sur laquelle s'alimente déjà son congénère. Désireux de mieux faire connaissance, ce dernier s'approche. Il engage le contact en reniflant son interlocuteur selon le rituel social en usage dans l'espèce à laquelle ils appartiennent. Cependant, peu intéressé par l'inconnu qui l'accoste, le tamandoua préfère concentrer son attention sur sa nourriture. Les deux animaux n'auront donc en commun que le souvenir d'un repas brièvement partagé. Déjà, l'un des tamandouas escalade son arbre. Il consacrera le reste de la nuit à passer d'une branche à l'autre à la recherche d'une termitière ou d'un nid d'abeilles. L'autre, en quête de compagnie, se met en tête de grimper au même arbre. Il en sera vite dissuadé, la place est déjà prise. Chez les porcs-épics arboricoles, certains individus sont encore un peu léthargiques. La nuit ne fait que commencer. D'autres se mettent en chasse. Après avoir brièvement exploré les ressources de leur voisinage immédiat, beaucoup descendront vers le sol pour y ramasser des graines ou des fruits. Certains qui convoitent la collecte des autres devront cependant rechercher leur nourriture par leurs propres moyens. Vasco, lui, a eu la chance de trouver près de lui un congénère obligeant qui s'est proposé de lui épouiller le ventre et la poitrine, seule partie du corps dépourvue de piquant. L'opération s'accomplit comme un rituel social entre deux animaux partageant une appartenance au même clan. Mais pour Vasco, ce qui commence comme un cérémonial de politesse s'achèvera en un petit calvaire. En effet, en se redressant, son congénère lui a malencontreusement planté un piquant dans le nez. Vasco se dirige vers un autre porc-épic et lui tend le museau dans l'espoir que l'autre comprendra et retirera l'épine. Hélas, le sauveur supposé croit que du bout du nez, Vasco lui présente ses salutations, comme il est d'usage chez les porcs-épics. Les formalités accomplies, il se retire, laissant Vasco seul, avec sa douleur. D'innombrables terminaisons nerveuses exacerbent la sensibilité dans cette partie du corps. Le moindre mouvement cause à Vasco une souffrance telle que sa descente vers le sol en est ralentie et transformée en glissade. Enfin parvenu au sol, Vasco ne sait comment entamer son repas. Il lui faudra désormais composer avec sa douleur et négocier avec elle en permanence. Il devra, somme toute, tricher avec son propre corps. La vie ne s'interrompt jamais et l'alternance du jour et de la nuit ne donne que l'illusion de son intermittence.
Quand arrive le matin, les créatures de la lumière prennent le relais du peuple des ombres. L'énergie qui se dégage de la forêt est ainsi constante, comme si une force obscure la maintenait à un niveau de tension sans cesse équilibré. Chez les capucins, comme chez beaucoup d'autres singes amazoniens, casser des branches est une activité aux avantages multiples. Elle permet de déblayer un terrain de jeu encombré, de trouver au cœur d'une tige un peu de moelle tendre, de débusquer une larve délicieuse nichée entre le bois et l'écorce, ou de provoquer, et ce plaisir n'est pas le moindre, ceux qui se risqueraient à déambuler dans le sous-bois. Le très jeune singe s'exerce très tôt à cette pratique avec des brindilles. Plus tard, il devra se montrer capable d'évaluer d'un simple regard la résistance de la branche ou de la ramification à laquelle il voudra se suspendre. La pratique du jeu facilite cet apprentissage. L'adulte, acrobate accompli, s'emploie à fureter dans une branche morte dans l'espoir d'y trouver des coléoptères ou autres gros insectes dans lesquels il plantera ses dents étroites et pointues. Pour le capucin, de telles prises constituent un régal, avec lesquelles seule une larve grasse pourrait rivaliser. Des fourmis qui n'offrent qu'un attrait limité sont balayées du revers de la main. Des cris, des grognements annonce soudain l'arrivée d'un vieux mâle décidé à semer la panique dans le groupe. Son agitation, ses vocalisations, sa hargne sont en réalité un moyen de communiquer avec ses congénères, condition sine qua non de toute vie sociale. Il signifie que l'animal a droit à la prééminence et qu'il entend être respecté. Chez les primates, la dissuasion joue un grand rôle. On fait étalage de sa force pour ne pas avoir à s'en servir. En Afrique, par exemple, les gorilles se frappent la poitrine et la transforment en tambour pour effrayer leurs adversaires. En Asie, leur orang-outan casse en deux de jeunes arbres. Mais chez le capucin d'Amazonie, c'est en bombardant le sol que l'on intimide les imprudents qui voudraient en découdre. Près du territoire des loutres, une famille de capybaras s'est installée.
Les deux espèces peuvent facilement coexister. Toutes deux ont besoin d'eau et de berges boueuses et apprécient les environnements envahis de nénuphars et autres plantes aquatiques. Par ailleurs, aucune compétition alimentaire ne les oppose puisque les capybaras, aussi appelés cabiais, sont des rongeurs principalement herbivores. Pinchot, un mâle, a fondé une famille. Dans l'eau, naguère, il a fécondé une femelle étrangère à son clan. Aujourd'hui, Pinchot, que harcèle un jeune faucon, est père de plusieurs bébés. Le faucon est attiré par la vermine qui grouille dans l'oreille du capybara, comme dans celle de tous les animaux qui fréquentent les zones humides, et par les parasites qui infestent son pelage. Les bébés, quant à eux, subissent bientôt les assauts de l'infatigable Bantévie, à ventre jaune. Le bel oiseau au reflet de soufre leur est fidèle depuis leur naissance. Mais ils se dispenseraient volontiers parfois de ces coups de bec, même s'il leur fallait en échange conserver leurs parasites. Le Bantévie fait le tour de la famille et se présente à la mère des bébés. Placide, elle ne fait rien pour les conduire. Souvent tué par les hommes pour sa viande, sa graisse et son cuir, le capybara facilite la tâche des chasseurs en laissant sur le sol des excréments aisément identifiables. Le capybara trouve un avantage au recul des eaux. Sur des terres émergées plus vastes, il risque moins fréquemment de rencontrer les jaguars, ocelots et pumas, qui sont ses prédateurs. Pour Pinchot et sa famille, c'est un jour doux et paisible. On pourrait croire que rien ne viendra le gâter. Le cri qui vient de résonner est celui d'une loutre. Normalement, les capybaras n'ont rien à craindre de la loutre, mais peut-être ont-ils reconnu un signal d'alerte. Subitement effrayés, les bébés se jettent à l'eau, où l'on se réfugie d'instinct en cas de danger, et bientôt toute la famille entreprend d'émigrer vers des rivages plus calmes et plus accueillants.
Les capybaras forment parfois des groupes assez nombreux. Cependant, on ne trouve nulle part en Amazonie les grands troupeaux d'herbivores qui peuplent les savanes africaines. En effet, le sol de la forêt est si pauvre et son écosystème si vulnérable que tout est fait pour que de pareilles populations ne puissent pas exister. Le sous-bois est pauvre en herbage et les feuillages comportent des carences en vitamines. De plus, les espèces végétales se trouvent si dispersées qu'un herbivore dépendant de l'une d'elles pour son alimentation devrait s'épuiser en marches interminables pour se nourrir. La forêt se protège ainsi d'une prédation qui pourrait être mortelle pour elle. Pinchot et sa famille ont trouvé la berge où goûter enfin un peu de repos. Ils s'y reposeront mollement alanguis aux rayons du soleil, jusqu'à la prochaine alerte, jusqu'à la prochaine frayeur. Pour les caïmans nés pendant la saison des hautes eaux, il est temps de grandir et de s'exercer à la pêche. Bientôt le fleuve se retirera davantage, rendant les poissons plus accessibles. C'est le temps des apprentissages, le temps de s'entraîner à la vie d'adulte. Animaux à sang froid, dont le métabolisme dépend du milieu extérieur, les jeunes caïmans réchauffent leur corps aux premiers rayons du soleil. Puis, comme s'ils réagissaient à un signal, tous s'éloignent de la rive en quête d'aventure, de découverte et de quelques poissons pas trop gros que l'on puisse croquer sans difficulté. Les bébés caïmans mesuraient moins de 30 cm à la naissance. En quelques mois, leur taille fera plus que doubler. Dès leur plus jeune âge, les caïmans se montrent volontiers querelleurs. C'est leur manière de jouer, comme le font tous les autres bébés. L'un des caïmans a attrapé un morceau de poisson échappé à la gueule des adultes. Il le dévorera seul, loin de la convoitise de ses frères. Pour un bébé caïman, une libellule posée sur une branche constitue parfois une proie plus attrayante que le plus beau des poissons. Les bébés caïmans sont nés mâles ou femelles selon la température qui régnait pendant les premières semaines de l'incubation. Depuis leur naissance, leur mère ne s'est pas éloignée d'eux. Contrairement à d'autres reptiles qui abandonnent leurs œufs là où ils les ont pondus pour ne plus jamais s'en soucier, la mère caïman prend soin de ses enfants pendant plusieurs mois et tentera de les protéger de toute intrusion d'un prédateur, qu'il soit jaguar ou anaconda. Bleu cobalt sur le bleu clair du ciel,
un couple d'ara-hyacinthes s'est récemment constitué. En prévision de la période de reproduction, les oiseaux accumulent les réserves d'énergie qui leur seront nécessaires. Friands de graines et de noix, ils explorent, en quête de trésors cachés, les moindres replis d'un palmier. Le bec des aras, avec sa mandibule inférieure recourbée vers le haut et sa mandibule supérieure recourbée, elle, vers le bas, leur sert à la fois de pince et de ciseaux. Doté à sa base d'amortisseurs cartilagineux qui évitent au crâne de recevoir une trop forte pression, il constitue un organe très élaboré, capable de puissance aussi bien que de délicatesse. Souvent, pour décortiquer un fruit ou une noix, l'ara utilise son bec en même temps que sa patte. Aucun oiseau ne montre une plus grande dextérité que la sienne. Les serres de l'ara sont si fortes que descendre d'un arbre comme on l'escalade dans le sens de la marche ne pose à l'ara aucun problème particulier. Soudain, un importun survient. Les aras n'aiment pas que l'on s'immisce dans leur activité privée. Il leur suffit de secouer une branche pour que le gêneur soit forcé à dégringoler le long de l'arbre. Ainsi qu'il est de règle chez les aras, la moindre victoire est célébrée par de grands cris rauques, comme si quelque esprit se mettait à racler le ciel. Tandis que des ouvrières déblaient les sous-sols de leurs fourmilières, d'autres transportent des morceaux de feuilles qu'elles ont découpés sur les arbres à l'aide de leurs mandibules. Le chargement, dont la taille dépasse souvent 2 ou 3 cm, est presque toujours plus volumineux que ses manutentionnaires. Parce que leur fardeau ressemble parfois à de grandes ombrelles, ces fourmis sont appelées fourmis parasols. Les fragments végétaux seront enfouis dans les chambres inférieures de la fourmilière. Enduits d'une goutte d'excréments en guise d'engrais, ils se transformeront en un terreau sur lequel pousseront des champignons. Ainsi, ces fourmis cultivatrices disposeront-elles d'une source de nourriture permanente et maîtrisée. Les fourmis parasols ramènent parfois vers le nid des trésors trop grands pour y entrer. Si le feuillage, la brindille ou le morceau de fruit se révèle trop encombrant, il faudra s'agripper fermement à un bord et le cisailler à coups de mandibule. La tâche prendra parfois plusieurs heures, mais en fin de compte, le déchet végétal ira se décomposer, comme les autres, dans la champignonnière.
Sur une berge, un caïman est mort, voici à peine quelques jours. Aussitôt, les équipes de nettoyage de la forêt et du fleuve se sont mises en action. Le soleil et les bactéries, les mouches et les charognards rendront à la nature une carcasse aussi propre qu'une sculpture dorée. Des milliards de crépuscules de brume et de bronze ont caressé la forêt depuis que le monde existe. Des milliards de plantes ont jailli du sol comme des fontaines vertes. Et des milliards d'oiseaux ont rayé le ciel d'un coup de plume bleue. Le temps a glissé sur le plumage des aras-hyacinthes comme sur le feuillage des arbres. Mais aujourd'hui, l'éternité n'est plus que provisoire. À quoi servent les oiseaux bleus? À quoi servent le jaguar, le capucin ou le tapir? Le temps répond. À quoi sert la terre? À quoi sert la vie? L'oiseau bleu des contes, celui qui permet, dit-on, aux hommes distraits de discerner l'âme véritable des choses et des êtres, est refoulé chaque jour davantage, loin de son territoire. Son espèce dépérit et meurt lentement, sous le regard des hommes. L'oiseau bleu, sans le savoir, entonne son propre chant funèbre dans la douceur d'un soir ordinaire. La forêt respire et vibre comme un être vivant. Pourtant, chaque année, une surface d'environ 30 000 km², comparable à celle d'un pays tel que la Belgique, est déboisée pour les besoins de l'élevage, de l'agriculture, des mines, de l'industrie papetière ou de la spéculation foncière. Pendant la saison sèche, agriculteurs et éleveurs allument chaque jour près de 2000 incendies. Des substances médicinales naturelles disparaissent sans avoir été découvertes ou inventoriées. Un immense patrimoine génétique est anéanti et la biodiversité planétaire s'en trouve amoindrie. Enfin, le savoir des Indiens s'évanouit avec eux. Heureusement, l'Amazonie a déjà tout inventé pour survivre. Et peut-être n'est-il pas trop tard. Tel un organisme global, collectif et solidaire, la forêt donne chaque jour la preuve d'un obscur, d'un vigoureux instinct de survie. Ces arbres savent aller chercher la lumière plus haut et leur nourriture plus loin, en étalant leurs racines à la surface d'un sol trop pauvre. Ces feuillages tombent et se décomposent plus vite qu'ailleurs. Toute matière, toute énergie est recyclée en permanence et réabsorbée dans le grand cycle de la vie. Au crépuscule d'un siècle, la forêt demeure vivante, solide et indomptée. Sur son corps meurtri, le grand fleuve palpite encore, artère fragile au bras d'un géant de bronze.
commencement, Witsi-Mi découvrait la vie auprès de sa mère. Le tapir brésilien, inscrit au 2e appendice de la Convention de Washington sur les espèces menacées, disparaîtrait si rien n'était fait pour le protéger. Au bord du fleuve, Yaga et ses sœurs veillaient à l'éducation de leur bébé. La loutre géante d'Amazonie est en voie d'extinction car sa peau se négocie pour un prix équivalent au salaire d'un mois de travail. Joao, le jabiru, ayant construit son nid, fonda une famille au sommet d'un arbre. 3 jeunes oiseaux naquirent qui moururent d'un mal mystérieux quelques semaines plus tard. Chassés pour leur chair qu'on trouve en vente sur les marchés locaux ou bannis de leur territoire par le déboisement, les singes capucins, écureuils, hurleurs, laineux ou araignées sont en danger. L'ouakari est en voie d'extinction. Pincho, le capybara, s'exila pour féconder une femelle et transmit la vie à une portée de bébés. Les capybaras sont intensivement chassés pour leur chair, leur graisse et leur cuir. Les enfants de Wakima, le pécari à collier, mort pour les défendre, furent adoptés par une femelle de l'Arde qui les allaita et leur permit de vivre. Tikemi, le jaguar noir, fut tué par un braconnier. Willa, sa sœur, vécut, rencontra un mâle errant et donna naissance à 2 bébés. Sur tout le continent américain, les jaguars sont en voie d'extinction. Yacaré le caïman mourut pour avoir avalé un peu du mercure que les chercheurs d'or répandent dans le fleuve. Les caïmans sont intensivement chassés pour leur peau, principalement destinée à l'exportation. Un jour, Kawil le puma s'éloigna de son frère Kan, qui ne le revit plus. Kan, lui, erre encore sous les frondaisons proches du Rio Negro. Leur espèce est en voie d'extinction. Luana, le paresseux, fut tué par Kan le puma. Sa fille, Xada, survécut et rejoignit sur l'autre berge du fleuve un vieux paresseux qui la garda auprès de lui et qui la protège encore. Chan, le vieux dauphin qui voulait mourir, retrouva le bonheur de vivre grâce à Bora. Quand elle fut partie, il renonça à lutter. Il n'avait pas souffert auparavant. Tout au long d'une vie, le fleuve avait été son frère. Kaloa aida Zuko, un jaguar mâle, à faire l'apprentissage de sa vie d'adulte. Puis elle mit au monde Balam, fugueur intrépide, et Kim, enfant sage et placide. Kaloa, peut-être, rôde encore dans la forêt géante. Kim a grandi, jeune adulte solitaire et à présent indépendant. Balam ne craint plus désormais de s'égarer dans les ombres de la forêt qui l'effrayait autrefois. Les hommes ont longtemps cru que le jaguar était le roi des dieux. Ils se trompaient. L'esprit de la forêt se nomme en réalité
Witsimi, Yaga, Chan, Luana ou Wakima. Il porte tous les noms de toutes les créatures du fleuve. Demain, il s'appellera Balaam.